Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 4e atelier de la semaine de la formation à distance. On est super content que vous soyez parmi nous. Ce matin, l'atelier, c'est la sécurité de l'information en FAD, qui sera présenté par Jean-Bernard Tremblay du Cégep de Rimouski, qu'on est bien content d'avoir avec nous ce matin. Je vais le laisser se présenter par la suite, mais avant, j'aimerais vous donner quelques petites consignes. En fait, pour clavarder, comme je l'avais dit tantôt, mais pour ceux qui viennent de se joindre à nous, dans la barre d'outils en bas, le rang encerclé en jaune, là, conversé, vous pouvez aller cliquer pour venir clavarder. Et on vous propose de laisser vos micros fermés, caméra ouverte ou fermée à votre guise. Pour tweeter, c'est le hashtag Semaine de la FAD. Si vous avez besoin d'assistance technique, là, on a le 1-844-80. Et j'aimerais vous préciser aussi que si vous désirez afficher là, les vignettes en mode intervenant, c'est-à-dire que vous voulez voir l'intervenant en plus gros plan, vous avez qu'à cliquer tout à fait en haut à droite où vous voyez mode galerie dans le haut de votre écran à droite et ça va transférer en mode intervenant. Donc, sur ce, je vous souhaite un bel atelier et je laisse la parole à notre animateur Jean-Bernard. Merci Karine. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jean-Bernard Tremblay. Je suis analyste en informatique pour le Cégep de Rimouski. J'ai également un passé de 15 ans sur le support technique. Donc, les problèmes de virus et autres, ça me connaît. Ensuite, j'ai récemment complété une formation au Cégep de l'Apocatière. Cégep de l'Apocatière, on a terminé en juin 3 volets. On a vu la cyberhygiène, ce que je vais vous présenter ce matin en accéléré. Nous avons vu la cyberdéfense et finalement la cybernétique. Ce qu'on va voir ce matin, comme je disais tantôt, c'est un sujet relativement compliqué que je vais tenter de vous simplifier au maximum. Ce que je vous inviterai à faire, c'est tout simplement, si vous ne comprenez pas aucunement ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez m'arrêter. Mais sinon, de garder des questions pour plus tard, on va avoir un document que je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions par la suite. Si vous me laissez vos coordonnées, votre courriel, je vais vous répondre à vos questions. Alors, pour débuter, ce que nous allons voir, comme je disais, on veut adopter une cyberhygiène, c'est-à-dire on veut préserver la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de l'information. Ce qu'on fait ce matin, on le fait dans un contexte de formation à distance, mais vous comprenez que c'est valide dans la vie de tous les jours. Les conseils que je vais vous donner, vous allez pouvoir les rapporter à la maison. Donc, le plan de la rencontre, on va voir un portrait de la situation. En 2020, un pirate informatique, ça ressemble à quoi? On va parler des données personnelles, différents principes généraux de sécurité. On va aborder les mots de passe, l'hameçonnage, le partage de documents et une période de questions. Comme je viens de dire, c'est important pour commencer de démystifier un pirate. On voit toujours dans les films un monsieur capuche qui est derrière son écran dans le noir et qui fait des mauvais coups. En fait, la réalité est très loin de ça. Dans les années 1980-90, on est passé d'un adolescent dans sa cave qui faisait des mauvais coups à une entreprise qui vaut des milliards de dollars. Par exemple, vous avez le rapport Verizon, une compagnie en télécommunications, qui à chaque année produit la Data Breach Investigation Report. En fait, ce rapport-là va nous donner un portrait global de la situation. Si on regarde les principaux responsables au fil des ans, on voit ça a commencé, il y a beaucoup le crime organisé qui a baissé, qui a remonté, et actuellement, c'est les États qui piratent de plus en plus. Il y a les monsieur capuche, qu'on appelle les activistes, sont en train vraiment de disparaître. Je vous montre ici une offre d'emploi réelle
ce qu'on appelle le dark web, donc le web qui n'est pas nécessairement accessible au commun des mortels. On a une offre d'emploi, on recherche un pirate, on va donner entre 1 à 1,5 million de dollars en commençant, selon l'expérience. Ce groupe-là, qui s'appelle Dark Overload, ils ont toujours un beau slogan qui dit « La vie est trop courte pour ne pas être riche ». Ce que ça veut dire, lorsqu'on veut aller dans le côté sombre, on va passer une entrevue. On va être testé selon nos compétences. On va avoir probablement accès à un fonds de pension. On va parler à des gens, des secrétaires au téléphone et autres. On parle vraiment d'organismes ultra vraiment importants. Ça vaut des milliards de dollars, sont organisés. Ça va? Les différents acteurs. On a, comme je viens de dire, les activistes. On a un peu ce qui est arrivé récemment chez Desjardins, c'est-à-dire un employé qui travaille du 9 à 5 et qui crée des gros problèmes. On a également des gens licensed to hack, donc ils sont embauchés par le gouvernement et leur but, c'est de pirater. Je vous en montre un exemple. Radio-Canada, en août passé, on parlait qu'un exemple, la Corée du Nord, qui ont créé des virus pour voler 2 milliards de dollars afin de financer son programme nucléaire. Comprenez que c'est, dans ce cas-ci, la Corée, des fois c'est les Russes, mais on fait également la même chose, nous, de notre côté. On nous montre une vision de la réalité, mais les États-Unis, entre autres, qui ont des équipes de pirates qui font des mauvais coups. Lorsqu'on reprend le rapport Verizon, on a les principales motivations. Vous comprenez que pourquoi les gens font ça, c'est principalement pour de l'argent. Si on touche de l'argent, donc les écoles, on est également ciblé. Toutes les données qu'on a dans nos infrastructures, ils aimeraient ça aller nous faire payer une rançon, par exemple. On a également l'espionnage qui est en hausse, comme je vous disais tantôt. À votre avis, combien représente la cybercriminalité à travers le monde? Ce n'est pas une erreur. On parle maintenant, à partir de l'an prochain, de 6 billions de dollars annuellement. En 2015, on était de l'ordre de 3 billions. Maintenant, on tend vers le 6 billions. C'est énormément d'argent. Tout le crime organisé. En éducation, ce qui nous concerne, on va regarder quels sont nos incidents. Quand on parle d'un incident de sécurité, on ne parle que quelque chose qui va compromettre la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité de nos actifs. On n'a pas nécessairement un vol de données encore. Donc, la disponibilité, l'information n'est plus accessible en temps voulu. Intégrité, elle peut être altérée ou détruite sans avoir l'autorisation. Confidentialité, l'information est consultée par quelqu'un non autorisé. Toujours en 2019, les principaux incidents de sécurité en éducation. On parle d'attaques par déni de service, que je vais vous montrer à l'instant, et les rançons logicielles. Qu'est-ce qu'une attaque par déni de service? En fait, vous voyez à gauche, on a des ordinateurs qui tentent d'atteindre un site. Par exemple, votre site de la commission scolaire, le site Skytech ou autre. Et à gauche, on a des pirates qui inondent de requêtes un serveur. Ce que ça va faire, tout simplement, le serveur n'arrivera plus à répondre aux requêtes et tout va cesser. Lorsqu'on met, par exemple, des données dans un nuage, si les serveurs sont attaqués, on n'a plus accès à notre information.
On pourrait croire que nous sommes à l'abri de tout ça, que ça ne nous concerne pas. Mais en fait, regardez, je vous ai sorti un exemple au mois de décembre, juste au Cégep de Rimouski. On n'est pas très important dans le monde, mais regardez le nombre de requêtes qui peuvent arriver vers nous. Ce que vous voyez ici, c'est les secondes qui défilent et des attaques qu'on tente de nous faire. Vous allez même voir un équivalent de ce que je viens de dire, un déni de service dans quelques secondes. L'Estonie, là, l'Estonie nous attaque. Évidemment, on a les outils qui nous permettent de bloquer le tout, mais ça pourrait arriver qu'ils laissent passer des différentes attaques. Ça va? Lorsqu'on parle de rançon logiciel, on parle vraiment des données qui vont être attaquées. La manière dont ça fonctionne, habituellement, on va recevoir une pièce jointe, on va cliquer sur un mauvais lien et le mal est fait. J'espère pour vous que ça ne vous est jamais arrivé. Je vous montre un exemple. On a un exemple typique, ce qu'on appelle WannaCry. Excusez-moi. Exemple typique, on reçoit une pièce jointe, on l'exécute. Regardez ici, vous avez des données. On a des photos, des documents très importants et pouf, le mal est fait. En moins d'1 minute, toutes les données sur l'ordinateur sont chiffrées et vous recevez un avertissement que c'est le temps de payer la rançon. Si vous ne le faites pas, vous perdez les données. Il y a même une nouvelle version de ces rançons logiciels-là que si vous ne payez pas la rançon, ils vont envoyer vos données, ils vont les rendre disponibles sur Internet à qui le veut. Ça va? Lorsqu'on parle toujours d'éducation, on va voir de plus en plus des cas dans la presse qui nous disent, par exemple, ici, une commission scolaire qui ont été paralysées par, si je ne me trompe pas, une cinquantaine de serveurs qui ont été attaqués. Donc, ça commence à causer des problèmes. On parle de plusieurs mois, ramener l'équilibre des choses. Maintenant, les brèches en éducation. Là, on a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une divulgation de l'information. Par exemple, en éducation, on a 3 brèches. La première, mauvais destinataire. On a envoyé un courriel avec des informations nominatives confidentielles et on s'est trompé de destinataire. On a une attaque sur nos serveurs web. Ça peut être également sur notre messagerie électronique. Et enfin, de l'hameçonnage. Donc, le but aujourd'hui, je vais tenter de m'intéresser avec vous à ces sujets-là. Comment se protéger de l'hameçonnage, comment se protéger de la divulgation d'informations. On a la section « Les données confidentielles ». En tant qu'organisme public, on parle, excusez, j'ai un petit problème d'affichage, c'est normal. OK. 2 secondes. OK, ça va aller mieux comme ça. Donc, en tant qu'organisme public, toutes les écoles, on doit s'intéresser à la loi sur l'accès des documents en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels. Qu'est-ce qu'un renseignement personnel? En fait, c'est tous les renseignements qui permettent d'identifier une personne.
Lorsqu'on identifie quelqu'un, on parle d'informations nominatives. Par exemple, un nom, Jean-Bernard Tremblay, ce n'est pas confidentiel. Mais Jean-Bernard Tremblay, avec ma date de naissance, ça le devient. Donc, en tant qu'établissement d'enseignement, on doit protéger ces informations-là. Évidemment, on n'est pas tenu d'apporter les mêmes protections lorsque la personne va consentir à divulguer. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Lorsqu'on fait une vidéo sur Zoom, on fait une vidéo comme ce matin, si vous avez la caméra qui est activée, si vous consentez à ce qu'on affiche votre vignette, donc après, on peut le mettre dans un nuage ou un autre endroit. Lorsqu'on touche au renseignement personnel, on parle de la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation et la destruction des données. Ce n'est pas uniquement lorsqu'on les reçoit, c'est vraiment tout le cycle de vie des données. Une autre particularité, au Québec cette fois, on doit conserver les données au Québec lorsqu'on a des renseignements personnels. Évidemment, cette loi-là est un petit peu plus flexible. Par exemple, si nous conservons les données en Ontario, c'est correct, puisque les lois ontariennes sont aussi sévères que les nôtres. Mais on ne pourrait pas faire la même chose dans un autre pays sans avoir creusé la question. Quelles sont les données à caractère personnel qu'on doit protéger? Ce qui nous concerne, dans le cas de l'éducation, on a les informations de l'individu, on a tout ce qui touche à sa photo, vidéo, etc. Je vous ai mis un lien d'une présentation qui a été faite au mois de novembre par maître Annie Kirouac au RIPTIC. Ce lien-là vous ramène à la page 22 qui vous dit sensiblement la même chose que je viens de vous dire. Lorsqu'on a des renseignements personnels, l'adresse d'un étudiant, sa photo, ça va jusqu'à son adresse électronique, ses absences et présences en cours, code permanent bien sûr. Tout ça doit être protégé. Je vous ai mis le lien dans la diapo. On va y revenir. Alors, pour ceux qui utilisent Zoom, comme je vous ai dit tantôt, on a une option intéressante qui nous permet de donner le consentement. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, lorsqu'on active l'option, je vous ai mis la vidéo, lorsqu'on active l'option, automatiquement, les gens qui vont ouvrir leur caméra, on va leur demander, est-ce que tu acceptes réellement d'être filmé? Si tu fais continuer, ça va. Si on quitte, c'est fini. Quand tout ça est terminé, vous avez un rapport des gens qui ont dit oui. Donc, on peut se protéger de cette façon-là. Quelques principes généraux de sécurité vraiment applicables dans la vie de tous les jours. On laisse les données sensibles dans les systèmes corporatifs. Exemple, vous avez un système corporatif pour entrer vos notes. On les laisse dans le système corporatif. Vous avez un outil qui vous permet de mettre les présences des étudiants. On les laisse dans ce système-là. On ne fait pas d'exportation massive de documents sur votre ordinateur, sur votre clé USB à la maison ou autre. Évidemment, si vous donnez des cours de la maison, d'utiliser le matériel qu'on vous fournit. Et surtout de faire très attention lorsque les enfants vont sur l'ordinateur. J'ai personnellement 2 jeunes enfants et en 1 mois, ils ont trouvé le tour de le bousiller. Ça n'a pas été long.
Une autre option intéressante, vous pouvez utiliser 2 navigateurs web. Par exemple, dans la vie de tous les jours, vous prenez Chrome, mais à la maison, vous prenez Firefox. Vous prenez votre compte personnel avec Firefox, votre compte professionnel avec Chrome ou pour les enfants. L'avantage que ça a, il va y avoir vraiment une distinction entre vos deux vies. Et s'il y a des données qui fuitent, ben, ça devrait être un petit peu moins pire. Ça, je crois que je ne vous apprends rien. Des copies, des copies, des copies et des plans B, surtout quand on est à distance. Par exemple, ce matin, avant d'arriver ici, j'ai ma copie PowerPoint. Si le Drive n'avait pas fonctionné, j'avais mon plan B. Excusez. Bon, on parle d'ordinateur à jour, de logiciel à jour, vous l'entendez souvent. Et un antivirus avec bloqueur de publicité. On va faire un petit exercice ensemble. Je veux vous inviter à à installer uBlock Origin. Je vais vous montrer en même temps. Donc, dans le clavardage, vous avez des liens qu'on va vous fournir. Si vous utilisez Chrome, vous avez un lien, Firefox, un autre lien. Pour ce qui est de Safari, malheureusement, depuis 5 mois, l'extension ne fonctionne plus. Donc, les Apple, là, ça a été bloqué. Comment on installe un bloqueur de pub? Première chose, on regarde toujours combien de personnes utilisent le bloqueur et quelle est sa cote. 22 000 personnes qui ont coté 4,7, plus de 10 millions de personnes qui l'utilisent. On va aller un peu plus loin dans les avis. Il est génial, c'est merveilleux. Je vous recommande à chaque fois, quand vous installez une application, de toujours vérifier sa réputation. Donc, ajouter à Chrome. Je vous inviterai en même temps de faire le nécessaire de votre côté. J'ai mis les liens dans le clavardage. OK, ils viennent juste d'être mis? Non, j'avais mis Chrome Firefox, là, je viens d'ajouter le test. Là, OK, excusez, je vais ajuster ma fenêtre. Bon, OK. À quoi ça sert un bloqueur de publicité? Ça ne sert pas juste à bloquer lorsque vous êtes sur YouTube ou autre, des pubs qui apparaissent partout. Ça sert également quand il y a des liens malveillants. Je vous montre un exemple. Lorsque vous utilisez vous pouvez aller sur, si vous avez installé le bloqueur, ublock.org. Automatiquement, mon bloqueur de publicité qui est là va me dire « Oh, attention les amis, il y a un risque. ublock.org n'est pas le site officiel pour installer le bloqueur de publicité. » Vous allez retrouver énormément de sites bloqués. Ça va jusque-là? On continue. Un autre grand principe de sécurité, quand vous achetez des appareils, lorsque vous branchez des caméras, des objets connectés et autres, de toujours changer les mots de passe par défaut. Je vous montre pourquoi. Nous avons ici un site web qui est légal, qui vous montre des caméras non protégées à temps réel. Par exemple, on va aller au Canada. Pourquoi c'est légal? Tout simplement, ce qui est montré là a été filtré. Ils ont enlevé, ici on voit c'est dans un commerce, mais ils ont enlevé tout ce qui pourrait être à l'intérieur d'une maison. Le but
de tout ça, c'est de sensibiliser les gens, de vraiment sensibiliser les gens à l'importance de sécuriser nos caméras, de sécuriser nos équipements. Espace public. Bien sûr, dans vos établissements d'enseignement, le but ce matin n'est pas de vous faire peur, puisque nous faisons le nécessaire pour protéger les équipements. Mais à la maison, peut-être pas. Ça va? Lorsqu'on installe des applications sur nos téléphones, nos iPads et autres, de toujours vérifier les autorisations. Je vous ai mis un lien de François Charon qui vous explique, par exemple, que Facebook, par défaut, lorsqu'il est installé sur un téléphone, on donne accès à tout. Autant l'appareil photo, autant vos messages, vos comptes, votre micro et autres. Selon vous, est-ce que c'est normal d'avoir autant d'informations disponibles? Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser. Ça veut dire qu'ils peuvent l'utiliser. Lorsque vous naviguez, une chose très importante, à chaque fois que vous devez entrer un mot de passe, vérifiez toujours le certificat de sécurité. Qu'est-ce qu'un certificat? En haut à gauche, vous voyez un petit cadenas. Si je clique dessus, la connexion est sécurisée. Si j'avais eu un problème avec mon certificat, il y aurait eu un petit cadenas rouge, il y aurait eu une indication. Lorsqu'on est en déplacement ou même dans nos établissements, attention au Wi-Fi non sécurisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer de mot de passe. Les fameux Wi-Fi publics dans les cafés et autres. Je vous inviterai pour une sécurité accrue de consulter ce qu'est un VPN. Un VPN, c'est tout simplement un canal sécurisé entre vous et un fournisseur de VPN qui vous garantit que même si vous êtes dans un Tim Hortons non sécurisé, les pirates ne pourront pas voler vos informations. Donc, encore une fois, un lien vers François Charon, très intéressant. Lorsqu'on utilise le courriel professionnel, idéalement, de toujours faire la distinction entre votre vie personnelle et votre vie à la maison. Donc, rien de personnel avec votre courriel professionnel. Avant d'envoyer un mail, comme je vous disais dans les fameuses brèches de sécurité, de toujours valider l'adresse d'un destinataire avant d'envoyer un message. Que ce soit un mail ou que ce soit un système maison à la Mio de Skytech ou autre, c'est la même chose. Donc, on valide l'information. Une erreur typique de faire des répondre à tous. Sauf qu'on n'a pas pris en considération les autres messages qui étaient plus hauts, qui n'étaient peut-être pas adressés à tout le monde. Oups, OK. Lorsqu'on doit envoyer une chaîne de lettres en envoi massif d'informations, toujours prendre le champ CCI, copie carbone invisible. L'avantage, si vous envoyez plusieurs messages et que quelqu'un se trompe en faisant répondre à tous, il ne verra pas à qui le message est renvoyé. On ne pourra pas récupérer la liste de tous les messages de tout le monde. Donc, cette option-là, très intéressante. Réseaux sociaux. Rien de confidentiel. Je suis persuadé que la majorité d'entre vous qui ont Facebook ont mis leur date de naissance parce qu'ils veulent se faire souhaiter bonne fête. Regardez un article très récent. La police d'Ontario nous met en garde sur cette pratique-là. En fait, les fraudeurs, ce qu'ils vont faire, ils vont appeler le fournisseur téléphonique, ils vont dire « J'ai perdu mon téléphone, pouvez-vous réinitialiser? Pouvez-vous me renvoyer sur ma nouvelle carte? » Ce qu'on appelle une carte SIM. À partir de là, bien sûr, avant, ils vont valider qui êtes-vous, quelle est votre date de naissance. Un fraudeur, ce qu'il fait, il va tenter de vous hameçonner,
Il va aller chercher toute l'information qu'il peut trouver dans les espaces publics. Et une fois que c'est fait, en fait, vous perdez accès à votre téléphone. Donc, je vous inviterai également à consulter cet article de Radio-Canada. Enfin, avant de partager votre écran, vous faites de la formation à distance, faites du ménage. Je vous montre. Ce matin, j'ai récupéré un ordinateur qui n'est pas mon ordinateur de travail. Je n'ai pas mon compte standard. J'ai pris un compte enseignant. J'ai aucun autre onglet d'ouvert. Je n'ai pas de pop-up de messagerie qui vont arriver. Je n'ai pas de photo de famille dans le fond d'écran. J'ai vraiment le strict minimum pour vous montrer ce matin ma présentation. Donc, je vous invite à faire du ménage. Une autre capsule que je trouvais pertinente. Donc, au lieu de partager, si vous utilisez Zoom, au lieu de partager l'entièreté de votre écran, vous pouvez juste partager une application. Par exemple, je n'ai pas de son, mais ce n'est pas grave. En fait, ici, on partage un PowerPoint et non l'écran. L'avantage de tout ça, les fenêtres qu'on va superposer au PowerPoint ne seront pas visibles par les autres participants. Vous voyez d'un côté la vue animateur. Je vais aller un petit peu vite. 2 secondes. Vous voyez ici la vue de l'animateur avec une fenêtre partagée que les gens vont voir. Mais si je rajoute une autre fenêtre comme un PDF avec des notes d'élèves que j'avais laissé ouvert par hasard, par erreur, ben, les gens ne la verront pas. J'ai personnellement dû déjà intervenir. Un enseignant avait ouvert son talon de paye. Il était enregistré. Il ne s'est jamais rendu compte que pendant plusieurs minutes, le talon de paye était visible à tous. Donc, ça implique des petits montages vidéo par la suite, mais le mal a été fait. Ça va? Encore une fois, lorsqu'on parle de caméra, qu'est-ce que vous avez sur votre mur? Un exemple. C'est compliqué de se dire que c'est nous qui avons été visés. Alors on ne sait pas si on est la cible, on ne sait pas si on est un moyen, mais en tout cas c'est vrai que ça donne un sentiment assez étrange. Si vous n'avez pas compris, en fait, la chaîne TV5, en avril 2015, se sont fait pirater leurs médias sociaux et il a interviewé un journaliste en disant « C'est vraiment fâcheux, je ne comprends pas ce qui est arrivé. » Mais en même temps qu'il filmait, il y avait encore les mots de passe qui étaient en arrière. C'est relativement de base, mais ça pourrait arriver. Pour les gens qui voient ma caméra, juste en arrière, j'ai un tableau blanc. La première chose que j'ai faite ce matin en arrivant, je l'ai effacé. On ne prend pas de chance. Les mots de passe. Évidemment, ce matin, je ne suis pas beaucoup en réaction avec vous, mais j'aurais aimé savoir qui parmi vous utilise les mêmes mots de passe autant à la maison, au travail, sur tous vos sites web. Et si vous me dites non, moi j'ai mon super système maison qui me permet d'avoir un dérivé de tous mes mots de passe et c'est absolument impossible qu'un pirate les trouve, j'ai une petite nouvelle pour vous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Regardez. Je vous inviterai dans le chat, on va vous mettre le lien, à consulter ce site web-là. Donc, I have been pwned. Ce lien-là, vous en faites pas, il est sécuritaire. On peut entrer notre adresse de messagerie.
Une fois que votre adresse est rentrée, je présume que vous avez beaucoup de rouge dans le bas. Je vous montre un exemple. Désolé, Mylène. Ça me prenait un exemple. Fadio, si on regarde plus bas, c'est affiché en rouge. Ça nous dit, oups, on a un problème. En mai 2019, un site web qui s'appelle Canva, qui a utilisé l'adresse Fadio, s'est fait voler ses données. Qu'est-ce qui a été volé? Le courriel, ça va bien. L'adresse, ça va. Ah, les mots de passe. Oups. Vous avez également vous pouvez aussi en même temps, si ça vous tente, vous pouvez rentrer votre adresse à la maison, votre adresse personnelle, faire le test. Je serais curieux de voir. Habituellement, il y a une grande majorité des gens qui se retrouvent avec du rouge. Une autre chose, toujours sur le site I Have Been Pwned, on a l'onglet Password. Dans les nouvelles, on entend souvent le mot de passe le plus utilisé cette année, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. En rentrant ce mot de passe-là, il a été utilisé 23 547 000 fois avec des adresses différentes. On parle juste sur ce site-là. Donc, il pourrait y avoir d'autres personnes qui utilisent ce mot de passe-là qui ne sont pas répertoriées. Pourquoi c'est un problème? En utilisant un mot de passe aussi faible, qu'est-ce que ça fait? Ils vont créer une base de données. Ils vont créer un fichier qui contient tous les mots de passe qui ont été volés sur tous les sites web qu'on peut télécharger. Et par la suite, les pirates s'en servent. Donc, si on a des millions de mots de passe, ce qu'ils vont faire automatiquement, quand ils vont tenter d'atteindre un site, de vous pirater, ils vont utiliser cette liste-là. Donc, l'importance d'avoir un mot de passe fort, oui, mais surtout unique, qui n'est pas utilisé ailleurs dans le monde. Vous avez ici un lien qui vous permet d'ailleurs de tester la force de votre mot de passe. Je l'ai pas cliquable, 2 secondes. Évidemment, on n'entre pas notre vrai mot de passe. On ne prend jamais pour acquis que c'est sécuritaire. J'entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, déjà, un ordinateur de bureau, en 1 seconde, a trouvé votre mot de passe. Fini. C'est réglé. C'est craqué. On continue. L'Agence nationale de sécurité, en fait, c'est la référence française. Nous, dans Sécurité de l'information, nous disent qu'est-ce qu'un bon mot de passe. Et vous allez voir, ce n'est pas simple. Il doit être unique, qu'il n'y a pas de lien avec vous, donc pas de date de naissance, qu'on change aux 90 jours, qu'on ne stocke pas ni sur un fichier, ni sur l'ordinateur, qu'on n'enregistre pas dans la messagerie, dans nos navigateurs web, et qu'il y a au moins 12 caractères avec des majuscules, minuscules et autres. Sérieusement, l'humain n'est pas fait pour gérer autant de mots de passe compliqués. Un humain moyen en 2020 a environ 150 mots de passe à se rappeler. Il y a environ 150 sites web différents qui vont être visités, qu'on va rentrer des mots de passe. Ça m'amène donc à vous dire, on repart à zéro à matin. Oubliez tout ce que je viens de vous dire, on recommence. On a 2 types de mots de passe. Le premier, c'est vraiment le mot de passe que vous devez connaître en tout temps. Comment
lorsque vous ouvrez votre ordinateur, lorsque vous ouvrez votre courriel, ce mot de passe-là, vous devez l'avoir en tête. Il y a une méthode, la méthode Diceware. L'avantage de cette méthode-là, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser un bon vieux mot de passe, on utilise une phrase de passe. Donc, difficile à deviner, puis très facile à retenir. Comment ça fonctionne? Prenez des dés. Vous brassez, si vous brassez le 1, le 2, le 5, 6, 2, vous avez le mot acte. Vous brassez avis, bar, baron, etc. Ça va être votre nouveau mot de passe. Donc, acte, baron, suivi de, peu importe, vous comprenez, avion, arbre et alcool, devient un mot de passe d'environ 25 caractères. Si vous trouvez ça compliqué, vous pouvez prendre 4 mots. Vous pouvez être imaginatif. Par exemple, vous prenez acte, point d'exclamation, avion, baron. Je vous montre. Acte, point d'exclamation, baron, avion. Juste là, on est rendu pour un ordinateur conventionnel, 4871 siècles pour craquer votre mot de passe. Qu'est-ce que ça veut dire? L'humain n'étant pas très bon pour se rappeler des mots de passe, on utilise un dictionnaire qui est accessible là. Je vous ai mis le lien. Vous brassez des dés, vous avez des mots et ça devient votre nouveau mot de passe. En théorie, avec le nombre de possibilités qu'il y a dans ce document-là, vous êtes presque assuré que vous êtes le seul au monde qui allait avoir ce mot de passe-là. Ensuite, on a le deuxième mot de passe. Ce mot de passe-là, on peut l'oublier. Je vais vous montrer un exemple tout de suite après. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre un coffre-fort numérique. On va prendre un gestionnaire de mots de passe. C'est justement ce qu'on va faire ce matin. On va prendre quelques minutes. Je vous inviterai, on va vous mettre dans le clavardage, je vous inviterai à télécharger KeePass. OK, accepté. On va aller sur keepass.info. Faites attention, c'est vraiment K-E-E, pass.info. Pourquoi? Parce qu'il existe un KEY.org qui tente de vous hameçonner. Donc, keepass.info. Vous allez trouver un gestionnaire de mots de passe. Le plus répandu, le plus libre, en fait, il est ce qu'on appelle open source. Et on va faire ensemble ce matin un exemple. Donc, sur la page web, vous avez keepass.info, la version portable. Donc, on n'installera rien sur vos machines ce matin. La version portable. Vous voyez ici, il y a deux versions. Occupez-vous-en pas. On va prendre la première en haut à droite. Cette version-là fonctionne autant sur des Windows, sur des Linux, des Mac et autres. Donc, download. On attend. Évidemment, on a des bloqueurs de pub. Si on avait eu des problèmes, oups, excusez. OK. Donc, mon KeePass est dans le bas, un fichier zip. Regardez la manipulation que je fais. J'affiche dans le dossier. OK. Je vais tasser la fenêtre. Je vous inviterai à aller sur virustotal.com. Pour chaque application que vous téléchargez, on adopte une cyberhygiène. Donc, on va envoyer l'application
chez VirusTotal. Qu'est-ce que VirusTotal? En fait, tous les antivirus qui existent vont analyser notre fichier et nous dire s'il y a un problème ou pas. Dans ce cas-ci, tout est beau. Petit détail, la dernière fois que le fichier est analysé, c'est il y a 3 jours. Il s'en rappelle. Si on veut ne pas prendre de chance, on peut le réanalyser encore. Ça va prendre juste un petit peu plus de temps. Parfait. Est-ce que vous avez tous votre KeePass de télécharger? Ce qu'on va faire ensemble ce matin, premièrement, on va extraire notre KeePass. Nouveau dossier. KeePass. Donc, j'ai un dossier. Si je vais trop vite, dites-moi là, je ne vois pas vos commentaires. Donc, en ouvrant notre fichier zip, je vais attendre un petit peu. Oui, Mylène nous dit que ça va un petit peu trop vite. On peut juste ralentir un petit affaire. Parfait. Je vais prendre un peu plus mon temps. Oui, peut-être repartir la procédure ou... Oui, en fait, ce qu'on vient de faire, je reviens à la fenêtre, KeePass.info. J'ai téléchargé. Si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez également télécharger l'exécutable. OK? Ce que j'ai fait avec vous ce matin, j'ai pris le fichier zip que j'ai téléchargé. Le fichier zip, tout d'un coup, oh, il est apparu dans le bas ou dans le haut selon le navigateur que vous utilisez. Idéalement, ouvrez le dossier pour aller chercher votre document. OK. Je baisse la fenêtre. OK. Donc, une fois qu'on a l'exécutable de télécharger, je l'ai extrait dans ce dossier-là. Vous pouvez l'ouvrir et l'extraire directement ou glisser les fichiers dans un dossier. Et une fois que c'est fait, excusez, je ne l'ai même pas fait, j'ai glissé les documents dans le dossier KeePass. Vous pouvez ouvrir l'application. Pour les gens qui n'ont pas réussi encore, je vous inviterai tout simplement de revisionner la vidéo parce que ça prend quand même quelques minutes ce que je vais vous montrer. On risque de manquer de temps. Donc, si ça ne fonctionne pas pour vous, visualisez ce que je suis en train de faire. OK, je ferme le tout pour simplifier. Jean-Bernard, peut-être pour Nicole Perrault, qui est en ce moment en train de faire le test, excusez-moi l'ignorance, mais quelle est la différence entre le Installer for Windows et le portable? La version portable, tout dépendant de vos infrastructures, si vous n'avez pas les droits administrateurs sur vos machines, ce qui est une bonne pratique en soi dans une école, vous ne pourrez pas l'installer. Ça va vous demander un mot de passe. Donc, ce matin, je vous ai donné une version portable que vous pouvez traîner avec vous partout. Vous pouvez la mettre sur une clé USB, vous pouvez la mettre sur votre bureau et l'exécuter sans avoir les droits administrateurs. Ça va? Donc, lorsque vous ouvrez KeePass, première chose, il vous demande, bon, voulez-vous activer les mises à jour? C'est bon, on est parti. Ce que vous avez devant vous, c'est un modèle de coffre-fort numérique. L'interface est très vieillot, très vieillotte. Par contre, ça fonctionne très bien. Ce qu'on peut faire, on va se créer une nouvelle base de données. Et à l'intérieur, on va mettre tous nos mots de passe qu'on ne veut pas retenir.
Pour les gens, avant que vous me posiez la question, pour les gens qui n'aiment pas la version vu que c'est en anglais, je vous ai mis également la procédure pour rendre l'interface en français, mais on n'aura pas le temps ce matin. Donc, je vous ai mis un lien dans la présentation. Je vous ai créé une procédure pour changer la langue. Alors, c'est parti. On fait nouveau coffre-fort, nouvelle base de données. OK. À quel endroit on va mettre ce document-là? Pour vous faire une histoire courte, ce fichier-là va contenir toute votre vie, tous vos mots de passe, sauf les mots de passe pour ouvrir l'ordinateur. Donc, il ne faut pas le perdre. Il ne faudrait pas le laisser sur le bureau, par exemple. Il ne faudrait pas... idéalement, il faudrait le placer dans un endroit protégé, comme le réseau. Sur votre réseau. Ça peut même être pour les gens un peu plus extrêmes. Si vous utilisez OneDrive ou autre, vous pouvez mettre le document dans un nuage. Pour la démo de ce matin, je vais mettre mon document sur le bureau, enregistrer. Ici, on vous demande le master password, donc le mot de passe de tous les mots de passe qui va ouvrir votre coffre-fort. Vous vous rappelez mon petit truc? Avion, bateau, hydro et Québec. OK, donc vous mettez un mot de passe compliqué. Pour ce matin, j'y vais au minimum. Clic. Une fois que c'est fait, cette fenêtre-là, OK, on ne s'en occupe pas. On vous demande ensuite, veux-tu créer une feuille d'urgence? En fait, en imprimant cette feuille-là, vous avez tout simplement la possibilité d'aller écrire votre mot de passe sur la feuille et vous la prenez, vous la mettez dans un coffre-fort, vous la mettez dans une voûte ou autre endroit sécuritaire. Donc, pour ce matin, je skip. OK. J'ai ici 2 exemples de mots de passe pour la démo. J'en ai pas besoin. Donc, je retire les 2 exemples. Vous avez un nouveau site que vous visitez. Vous allez sur la banque, vous allez à un endroit qu'on vous demande un mot de passe. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre coffre-fort. OK. Là, je vais vous faire la démo en temps réel. Vous avez votre coffre-fort qui est ouvert, que vous mettez d'un côté. À côté, je vais mettre, excusez, on va aller sur Canva. OK. Vous vous rappelez, Canva étant le site web de tantôt qui a été piraté. Ce que je vais faire, je vais me créer un compte chez Canva en m'inscrivant. Ce que je vous montre là, c'est vraiment juste un exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous allez pouvoir l'appliquer dans tous vos autres comptes sur Internet. Donc, vous créez, on s'inscrit. Regardez bien. Lorsqu'on entre une adresse courriel, chaque site web a des règles. Ça vous prend 8 à 10 caractères, ça vous prend des majuscules, des caractères bizarres. Un petit truc, mettez n'importe quoi. Démarrez. En faisant ça, automatiquement, ils vont vous dire c'est quoi leurs règles, parce qu'ils ne l'écrivent pas tout le temps. OK, je tasse la fenêtre, je réouvre ma base de données. On va faire une nouvelle entrée. Title, Canva, username. Dans ce cas-ci, ça serait ma messagerie électronique. Le mot de passe que j'indique là, c'est là que la magie s'installe. Regardez bien. On ne veut pas être obligé de taper un mot de passe. Ce qu'on va faire, on va utiliser le générateur de mots de passe. Si vous voyez bien ici, je clique.
ouvrir le générateur de mots de passe. Donc, l'application vous permet de générer automatiquement un mot de passe compliqué selon les paramètres que vous lui donnez. Et on n'aura jamais besoin de taper ce mot de passe-là. Donc, le site web nous demande 8 caractères. Moi, j'en mets 30. Il vous demande d'avoir au moins des caractères mélangés, des lettres, des chiffres. Bien, ça donne bien. J'ai des chiffres. Je vais mettre des caractères étranges. Des brackets. OK? Donc, j'ai coché les mêmes demandes que le site web a faites. Je fais OK. Bon. Ce que ça vient de faire, automatiquement, il vient de me générer un mot de passe. En cliquant sur les 3 picots, vous voyez le caractère, le mot de passe étrange qu'il vient de me faire. Bien, ça va être mon nouveau mot de passe sur le site de Canva. Je peux le copier et le coller là. Ah, hey, c'est merveilleux, ton mot de passe, il est fort. Je comprends. Quand on tombe dans le verre comme ça prend des années avant de se faire pirater. Donc, une fois que c'est terminé, bien sûr, vous faites OK. Donc, dans ma base de données, mon coffre-fort numérique, j'ai créé un Canva, ici, avec un mot de passe compliqué. En temps normal, je terminerai de créer mon compte et je pourrais, par la suite, me reconnecter. Comment on fait pour se reconnecter? Je reviens sur Canva. Se connecter. Ah, on me demande mon adresse et mon mot de passe. Oh oui, j'ai ça. Attendez. On ouvre notre coffre-fort. Notre coffre-fort va nous demander notre mot de passe, des mots de passe le plus puissant qu'on ne trouvera jamais. Une fois que c'est fait, je m'en vais chercher Canva et je peux copy password. Pendant 12 secondes, mon mot de passe va être en mémoire. Je peux aller le coller. Je n'ai pas eu besoin de le rentrer. Après 12 secondes, tout a disparu. Donc, vous comprenez, tous les sites web que vous utilisez, que vous passez votre temps à oublier les mots de passe, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Pourquoi? Le plus gros avantage qu'on a à utiliser un système comme ça, si un jour vous recevez un message que vous avez été piraté, qu'on a obtenu vos informations, bien, tous les mots de passe que vous avez rentrés sur tous vos sites vont être complexes et différents. Donc, il n'y a pas de danger. Pour qu'un pirate passe d'un compte Facebook à un compte Gmail et autres, tous les mots de passe vont être uniques. L'autre chose, c'est que vous avez toute votre vie là-dedans. Donc, vous êtes capable, si vous voulez, aux 3 mois, c'est peut-être trop, aux 6 mois ou à chaque année, chaque 2 ans, de refaire la liste de tous vos comptes et de modifier simplement vos mots de passe. Vous n'échappez rien. Toute votre vie numérique est dans un coffre-fort qu'on a protégé. Évidemment, ce fichier-là, ce qu'on appelle, il est chiffré, il est protégé. Si un pirate mettait la main sur un document comme ça, il ne pourrait rien faire avec. Il faudrait qu'il trouve votre mot de passe principal. C'est très avantageux. Mais en même temps, le revers de la médaille, si vous perdez ça, c'est fini. Vous devez retrouver vos mots de passe. L'avantage, habituellement, on n'écrit jamais une messagerie électronique dans un KeePass. Donc, vous rappelez toujours de votre mot de passe de messagerie. Quand on a des mots de passe oubliés, dans le pire des cas, si jamais ça vous arrivait, que vous perdez votre base de données, vous allez sur tous vos sites que vous vous rappelez, vous faites mot de passe oublié et vous rentrez votre messagerie. Et ils vont vous renvoyer des nouveaux mots de passe que vous allez remettre à jour dans un document comme ça.
Tantôt, je vous parlais de la procédure pour changer la langue. Donc, le document est ici. Vous pouvez aller sur le site de KeePass. Je vous ai mis étape par étape. Si vous avez pris la version 2.44, tantôt qu'on a utilisé, vous cliquez sur ce lien-là et vous suivez les différentes étapes que j'ai mises. Si vous avez un autre gestionnaire de mots de passe, c'est correct. Je vous ai montré ce matin vraiment le plus connu, qui est gratuit, qui fonctionne très bien, qui a été garanti vraiment très sécuritaire. Et vous avez aussi des options que vous pouvez mettre. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Vous voyez les liens iPhone, c'est des contributeurs non officiels, bien sûr, mais des contributeurs qui vous permettent de lire cette base de données-là sur vos téléphones. Donc, peut-être juste une dernière chose que je viens de vous dire en lien avec Canva, c'est un exemple. On a créé un compte, mais vous auriez pu procéder autrement. Au lieu de laisser vos traces un peu partout en entrant votre courriel, vous auriez pu utiliser aussi ce qu'on appelle des social logins. L'avantage de ça, au lieu de rentrer mes informations, je clique par exemple s'inscrire Google et le mot de passe que je vais rentrer ne sera pas envoyé au site web. Il va être envoyé à Google ou à Facebook. De cette façon-là, encore une fois, tout ce que vous avez besoin de vous rappeler, c'est le mot de passe de votre messagerie ou votre Facebook. Je vous inviterai à peut-être prendre une petite pause de 10 minutes. On pourrait recommencer à 10h10. La suite des choses va être l'hameçonnage et autres sujets très intéressants. Est-ce que ça vous convient? Oui, puis on a quand même des questions qui sont en lien avec ce qu'on vient de faire, Jean-Bernard. Je ne sais pas si tu préférais qu'on les prenne après la pause. Je peux en prendre, ça ne me fait rien. Ouais, je pense je vais les prendre à la toute fin, ça ne vous fait rien. J'ai peur de manquer de temps. Mais comme je vous disais, ne vous en faites pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien. Vous avez toujours l'option bien sûr, de réécouter la vidéo qui va être disponible. Mais vous pouvez aussi les écrire dans un document qu'on va vous partager ou qu'on vous a déjà partagé. Et je vais pouvoir vous répondre par la suite. Parce que, vous comprenez, le sujet de ce matin, il est très vaste. J'ai tenté de mettre le plus d'informations possibles pertinentes en 2 heures. Mais on parle de beaucoup de sujets. Donc, idéalement, à la toute fin, on va se garder un peu de temps pour les questions et je vous répondrai par la suite. Oui, puis moi, personnellement, j'avais suivi la formation avec toi en décembre et j'ai vraiment réécouté la vidéo pour faire au fur et à mesure l'expérimentation. Sinon, en même temps, ça devient difficile aussi. Oui, je comprends. Parfait. Donc, une petite pause de 10 minutes, ce qui veut dire on revient à 10h10. Oui, parfait. Et Jean-Bernard, si tu veux voir là, les questions, on a une dizaine de questions jusqu'à présent. Le lien est dans le chat. Je vais te le remettre en clavardage privé pour toi. Parfait. Merci.
dit dans le sud de rester là combien de fois?
Bon, il serait déjà l'heure de recommencer. Je crois qu'il y a des micros d'ouvert par contre. C'est bon, Jean-Bernard, je viens de régler. J'ai mis muet pour tous. Tu peux rallumer ton micro. Parfait. En fait, j'ai dit que j'allais répondre aux questions tantôt, mais je trouve vos questions très pertinentes. Je vais prendre juste quelques instants. La première chose qui a été demandée dans le chat, c'est est-ce qu'on devrait sauvegarder nos mots de passe dans les navigateurs? La réponse est non. Pourquoi? Quand un mot de passe est sauvegardé dans un navigateur, c'est une technique relativement simple pour un pirate. Lorsqu'il va infecter l'ordinateur, il y a des outils de récupération de mots de passe qui vont aller siphonner tout ce qu'on a, que ce soit Chrome, Firefox, nos connexions par-ci par-là. Il va vraiment aller chercher tous nos mots de passe. Récemment, on a vu dans les médias, il y a eu Emotet, donc un virus, un ver Emotet qui s'est propagé. Et dans les dernières étapes, c'est vraiment dans la messagerie. Ils vont tenter d'atteindre tout ce qu'on a dans les navigateurs, la messagerie et autres, pour ensuite continuer à se propager. Évidemment, je crois que la plupart d'entre vous faites quand même cette manipulation-là. Donc, je vous recommande idéalement de retirer vos mots de passe et de les mettre dans un gestionnaire. Pour ce qui est de la rançon, est-ce qu'on devrait payer une rançon? Récemment, j'ai vu passer on devrait payer, en fait. On entend toujours qu'on ne devrait pas payer la rançon puisque ça finance le crime organisé, mais ils se sont rendus compte qu'on a plus de chances de récupérer, bien sûr, nos données. Encore récemment, une compagnie d'assurance a payé 1,2 million de dollars pour récupérer des données d'un de ses clients. Donc, c'est toujours un risque. On peut payer et ce qu'on se rend compte, c'est que des pirates partent avec les données. Il y a environ un cas sur 3 qui ne redonneront pas les données. Et il y a 10 %, c'est encore pire, qui vont exiger une rançon additionnelle. Donc, j'aurais tendance à vous dire, tout dépend de à quel point vous êtes prêt à perdre vos données. Mais récemment, les firmes nous disent qu'on devrait payer. Bon, je suis vraiment désolé, je n'aurai pas le temps de tout répondre. LastPass, oui, LastPass est un bon gestionnaire de mots de passe. En même temps, lorsqu'on utilise un LastPass et autres, les données ne sont pas locales. Elles vont être sur un serveur, dans un nuage. Donc, je vous recommande de ne pas prendre n'importe lequel, de vérifier le produit. Comme je sais que ce produit-là en est un bon, Dashlane en est un bon et autre, mais de ne pas y aller à l'aveugle. De vous faire recommander un gestionnaire de mots de passe. François Charon, les Protégez-vous et autres, ils vont écrire des articles sur ce sujet-là. Devrions-nous... On peut se dire aussi, Jean-Bernard, c'est que le document, toi, tu pourrais apporter, si tu as peur de manquer de temps, là, je veux dire, on peut continuer la présentation, puis on va écrire les réponses par la suite, par contre. Là. Ça me convient. Parfait. L'hameçonnage. Ce que je veux ce matin, c'est vous montrer les principales techniques d'hameçonnage. Je vais vous montrer des exemples. On va faire un petit atelier. Donc, pour chaque cas, vous allez me dire si oui ou non, c'est légitime ou pas. Tout d'abord, je vais peut-être aller un petit peu trop vite. Qu'est-ce que l'hameçonnage? C'est lorsqu'on reçoit habituellement un courriel, mais ça peut être également téléphonique ou autre, quelqu'un qui vole l'identité de quelqu'un, qui se fait passer pour une banque, qui se fait passer pour un autre organisme et autres, dans le but de récupérer nos renseignements confidentiels, que ce soit nos mots de passe, carte de crédit. Premier exemple. Selon vous, est-ce que
ce message-là est légitime ou pas. Vous recevez ça dans votre boîte de messagerie. Est-ce que vous cliquez ou pas? En fait, lorsqu'on place le curseur sur le lien, on remarque que oui, c'est une adresse Gmail, mais qui va nous pointer sur drive-google et non drive.google. Donc, on n'est pas sur un site légitime. Autre exemple, vous recevez un cas réel qui m'est arrivé récemment, vous recevez un message de la sorte. Ici, Hôtel Saint-Germain, un hôtel avec qui j'ai fait affaire, qui m'ont envoyé des communications par le passé. Et pas longtemps après, je reçois ce message-là en leur nom. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Évidemment, si vous portez attention, le message est en anglais. Ça nous dit qu'on doit payer, d'aller voir la pièce jointe. Et cette belle pièce jointe-là, c'est un fichier .docken. Donc, un format de Microsoft qui contient des macros. S'il y a des macros, il y a un risque de se faire infecter. Je vais vous en reparler tantôt. Post Canada, encore un cas qui m'est arrivé. Vous devez absolument réinitialiser votre mot de passe. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En fait, ce qu'on doit faire quand un message comme ça survient, automatiquement, on sélectionne une portion du texte, réinitialisation du mot de passe du compte Post Canada. On colle ça dans une recherche Google ou autre et ça va nous amener vers un article légitime de Post Canada qui nous dit, en date du 16 octobre, vous devez réinitialiser vos mots de passe. Donc, si je reviens à l'exemple, le mail est envoyé le 18 octobre dans le haut et le 16 octobre, il y a eu une communication officielle. Ce qu'on doit faire, on ne clique pas, on va chez Post Canada et il va nous apparaître nécessairement une banderole, un lien à quelque part qui va nous dire « Cliquez ici pour initialiser ». On ne fait pas ça à partir de la messagerie, on ne prend pas de chance. Exemple d'hier avant-midi, pardon. Donc, je reçois un message de Netflix. Mon compte est échu. Je dois faire le nécessaire. Donc, netflix.com/CA, update et compagnie. Remarquez bien, l'adresse qui est écrite, romeldora.com. Je peux vous assurer que Netflix n'aurait pas utilisé une adresse comme ça. Donc, le lien qui est écrit là, si on clique, ça va nous amener sur un site non légitime. Le traditionnel Office 365 qui va expirer. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En fait, celui-là, il est trompeur. Parce que lorsqu'on achète Office 365, notre compte peut venir à échéance. Donc, si on porte attention, on a le logo officiel de Office. On a les détails techniques dans le bas, l'adresse qui nous envoie la communication. Je vous recommande, encore comme Post Canada, de ne pas cliquer. On ne prend pas de chance. On ferme ça. On va se connecter à notre Office 365 et vous allez avoir un lien à quelque part qui vous dit que c'est le temps de renouveler. Un autre exemple, vous avez un beau lien. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur votre Office 365. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon?
Celui-là n'est pas nécessairement un lien d'hameçonnage. C'est un lien vous avez cliqué, vous êtes arrivé sur cette page-là. En fait, n'allez pas sur ce lien-là. C'est vraiment un site non légitime. Donc, ils ont copié le site web de Office 365 et quand on attend quelques secondes, votre navigateur va apparaître un beau message qu'il faut mettre à jour, updater et télécharger un virus. Donc, ne le faites pas. Faites attention. Un cas réel, je viens de vendre le punch, un cas réel qui est arrivé aux États-Unis. Donc, les démocrates, je ne me trompe pas, se sont fait voler leur identifiant Google avec un message comme ça. Comment on fait pour savoir? Dans le haut, l'adresse, c'est google.support. Déjà là, on a un doute, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Lorsque vous mettez votre curseur sur le lien, vous allez vous retrouver, non pas chez google.com, mais sur le site mlsecurity.org, qui n'est vraiment pas le même site web. Donc, l'important là-dedans, c'est vraiment la fin. Sans rentrer trop dans les détails, c'est vraiment ici que ça se passe, juste avant le dernier slash. Donc, en cas de doute, toujours la même chose. On arrête, on va se connecter à notre site, notre adresse de messagerie, et s'il y a un problème, il va être écrit. Un cas, cet été, on a reçu ça dans notre agenda cette fois-ci. Écoutez, vous avez gagné un Samsung. Merveilleux. Allez cliquer sur le beau lien qu'il y a là. Parfait, je l'ai fait. Première chose intéressante. Tantôt, je vous disais de toujours valider la connexion. Donc, la connexion, on a une connexion sécurisée. J'ai vérifié avec Virus Total. Il n'y a pas de virus sur le site web. Parfait. Par contre, on a un problème. On vous dit, ça coûte $1, c'est merveilleux. Dépêche-toi, il te reste une journée pour répondre. Et, quand on va voir les termes et conditions, je suis allé, ça disait, en fait, on n'est pas responsable si on vole ta vie et on bousille ton ordi. Donc, on fait attention. D'ailleurs, un commentaire. Vous comprenez ici, la connexion est sécurisée. Le fait qu'une connexion soit sécurisée, sécuritaire, ne veut pas dire que ça veut juste dire que le canal est sécurisé. Mais on se rappelle tantôt, les pirates des entreprises de milliards de dollars sont capables d'acheter des certificats de sécurité et on envoie des données légitimes à une organisation non légitime de façon sécurisée. Donc, on ne peut pas uniquement se baser sur un certificat. Je crois que c'est mon dernier exemple. Vous recevez j'ai reçu en mon nom, à moi de moi, comme quoi que j'ai été coquin, j'ai fait des mauvaises choses, on a une photo de ma vie, etc. Évidemment, on porte attention. Quand est-ce que le message est envoyé? Ça a été envoyé à 2h29 du matin un dimanche. On me demande de l'argent. Et ce qui est un peu embêtant, c'est vraiment l'adresse de messagerie. Je vais vous montrer un truc. Lorsque vous êtes dans votre messagerie, vous pouvez afficher l'original. L'image que vous voyez à gauche, c'est le menu Google. Mais vous pouvez faire la même chose avec Outlook ou Office 365. Donc, vous pouvez afficher les détails du message. Un message légitime reçu à moi de moi, il y a un endroit, c'est écrit Receive et Message ID. Ça terminerait absolument par google.com, vu que nous sommes Google ici. Donc, le message envoyé par Google, c'est ça qu'on aurait comme un message légitime. Et regardez l'astuce. La fraude,
Quand j'ai fait afficher l'original sur ce message-là, ça m'a donné qui a réellement envoyé le message. Ben, c'est Orange, un fournisseur en Europe, avec ce serveur-là qui a envoyé le message. Donc, je sais automatiquement que c'est une arnaque. Vous allez dire, bon, pour quelle raison, comment ils font pour envoyer une adresse en votre nom? En fait, on peut facilement masquer, on peut facilement envoyer un message au nom de quelqu'un d'autre. Dans des communications standards, des messageries électroniques standards, on peut fausser l'identification de la personne. Sauf qu'on ne peut pas fausser avec cette façon de faire-là, aller afficher l'original du message. Lorsque les gens vous envoient une partie des informations, exemple, vous envoie un de vos mots de passe par courriel. Vous avez fait telle chose, voici la preuve, et on vous met un de vos mots de passe. Vous vous rappelez le site que je vous ai montré tantôt, le site web, donc il y a une liste de mots de passe qui sont utilisés. En fait, les pirates ont tout simplement récupéré un des mots de passe que vous avez déjà utilisé à quelque part et ils prennent le risque de vous envoyer ce mot de passe-là en disant « Regarde, c'est le même que votre messagerie ». Donc, vous avez le réflexe normal de dire « Oh, attention, il y a vraiment un problème, mon mot de passe est là ». Ou c'est un mot de passe que j'utilise sur Facebook ou autre. Mais en fait, non, c'est tout simplement un piège. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Le sentiment d'urgence, un message de peur, dépêchez-vous. Je vous montre un exemple. Récemment, coronavirus. On vous envoie un message qui vous dit « Oh, attention, ces mesures vont vous sauver, vous devez absolument cliquer sur ce lien-là. » En cliquant, vous recevez un PDF qui est piégé. Donc, même les PDF, on peut se faire avoir. On peut, par le JavaScript, à l'intérieur, vous pouvez vous faire infecter. Un message inattendu. Je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyé ce message-là. Il me semble que je ne t'ai rien demandé. Bien, on flush. On appelle la personne. Qu'est-ce qui se passe? Un message trop beau pour être vrai. On a une belle pièce jointe, facture.zip. Dépêchez-vous, vous n'avez pas payé. On flush. Dès qu'on vous demande des renseignements personnels, de vous connecter à votre compte, ça revient à ce que je vous ai dit tantôt, on arrête tout. On va se connecter sur le site, puis on va avoir l'information si c'est légitime. Les deux derniers cas, c'est lorsqu'on a des termes généraux et des fautes d'orthographe. Mais je vous dirais que c'est vraiment moins fréquent. On est rendu à des niveaux, même d'intelligence artificielle, dans la façon d'écrire les messages. Il y a des virus qui sont même capables de découvrir quel mot-clé que vous utilisez le plus fréquemment et de vous envoyer un message personnalisé. Donc, on ne peut pas se fier aux deux derniers points. On continue. L'expéditeur, toujours les points à surveiller. On doit à chaque fois vérifier qui nous envoie le message. Par exemple, on reçoit un message de Microsoft Admins, sauf que l'adresse est à commercial.passwordchanger.com. Il y a un problème. L'heure du message, comme je vous disais tantôt, le message est envoyé de nuit, la fin de semaine. Le message est envoyé par votre patron qui est en vacances et qui a promis qu'elle n'allait pas prendre ses messages. Il y a un problème. Ici, on a un cas typique de « on est en français, ah, tout d'un coup, on est rendu en anglais » ou on utilise des logos qui sont complètement désuets. Mais là, il faut vraiment porter attention. Je vous ai mis quelques exemples. Attendez. Là. Regardez bien la magie.
Dans ce cas-ci, je vous ai fait juste une petite page web pour vous montrer. On a le même comportement dans un courriel que sur une page web. Si vous mettez le curseur de la souris sur un lien, vous allez voir dans le bas, ici, vous allez voir sur quel lien ça pointe. Donc, exemple 1, vérifiez vos coordonnées sur American Express. Selon vous? En fait, ce n'est pas écrit American Express en bas, c'est écrit American Express. On a joué sur des caractères qui sont trompeurs. Quand on va trop vite, on ne le verra pas. Un autre exemple, à découvrir sur reptic.qc.ca. C'est merveilleux. En fait, j'ai remplacé le point entre reptic et QC. J'ai mis un tiret. Ce que ça veut dire, on n'irait pas sur le site reptic.qc.ca, on irait sur le site reptic-qc.ca. C'est la même chose, radio-canada. Mais radio.canada n'est pas le même site web. Rendez-vous sur alloprof.qc.ca. Celle-là, c'est de loin la plus trompeuse, le lien le plus trompeur. J'ai modifié la police de caractère et j'ai remplacé le L par un I majuscule. Par contre, si vous regardez dans le bas, ça ne trompe pas. On va sur alioprof.qc.ca. Enfin, petit exemple un petit peu comique, on a un rapport, consulter le rapport BitLive. Le problème avec des raccourcisseurs d'URL par courriel, c'est qu'on peut arriver sur n'importe quoi. Comme ici, on a un site web qui vend des divans. Je recommande d'utiliser des BitLive juste sur des comme aujourd'hui, sur un Zoom où on envoie des liens rapides, ça va très bien. Mais lorsque vous recevez des courriels, faites attention, on ne clique pas sur n'importe quoi. C'est la même chose. Parfait, on continue. Je vous ai mis au départ, je vous ai mis un résumé de ce que je viens de vous dire. Prochain point à surveiller. On parle d'hyperlien, mais on parle de pièces jointes. Éliminons ces deux éléments-là dans les courriels et c'est fini. Vous n'auriez plus d'arnaque. Ça ne serait plus possible de vous piéger. On a forcément quelqu'un qui clique sur un mauvais lien ou quelqu'un qui ouvre une pièce jointe. Donc, est-ce que la pièce jointe est attendue? Comme je disais tantôt, même les PDF. Si vous voulez vous protéger, je peux vous le montrer rapidement. Menu démarrer. Vous ouvrez votre lecteur PDF. Dans votre lecteur PDF, vous avez une option dans les préférences. JavaScript. Si vous décochez le JavaScript, vous venez d'éliminer la plupart des problèmes qui peuvent survenir avec des PDF piégés. Qu'est-ce que le JavaScript? C'est tout simplement un langage de programmation qui vous permet de rendre dynamique vos PDF. Donc, si vous avez des liens, si vous avez des animations, des annotations dans mon écran, vous pouvez vraiment vous faire avoir. Donc, ce matin, je viens avec vous de désactiver le JavaScript. En même temps, ce que ça peut faire, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, il peut y avoir des futurs PDF qui n'ouvriront pas très bien. Ou vous allez cliquer sur un lien, ça ne fonctionnera pas comme vous voulez. Donc, vous le savez, vous pouvez le réactiver au besoin, mais de façon générale, c'est quand même bien de le laisser inactif. Ça va? Autre format de fichier typique, des JS, on n'ouvre jamais, des
exécutables par courriel, on n'ouvre jamais. Je pense que vous le savez. Des screensavers, en fait, SCR, c'est tout simplement un exécutable qui est fait pour devenir un écran de veille. On n'ouvre pas. Le plus commun qu'on a, ça va être des points docm, des fichiers Excel M et des PowerPoint M. Donc, c'est tout simplement l'équivalent d'un docx, mais qui est converti en macro. Macro, ça peut être très utile quand c'est voulu, mais ça peut vous causer beaucoup de problèmes pour vous faire infecter. Vous avez aussi des vieux formats de fichiers, tout ce qui est .doc. Oups, je ne suis plus en plein écran. Tout ce qui est .doc. Excusez-moi. Le vieux format Microsoft .doc, la problématique qu'on a, c'est qu'on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des macros dedans? Donc, un docx, l'équivalent de docx maintenant, docm maintenant, ou c'est tout simplement un .docx, comme je viens de dire, légitime. Donc, le vieux format, il est à faire attention. L'exemple que je vous ai montré tantôt, l'hôtel qui m'a envoyé un fichier, c'est un .doc. Typique. Finalement, en cas de doute, on ne prend pas de chance, on supprime. Il vaut mieux demander à l'expéditeur de nous renvoyer un message que d'avoir cliqué sur le mauvais lien. OK. Partage de documents. Selon vous, est-ce que le courriel est un canal sécuritaire pour envoyer des données sensibles? En fait, il faut toujours se demander la question, quels sont les risques? On peut se tromper de destinataire. Ça fait partie des brèches de sécurité de l'éducation en numéro 1. On n'a aucun contrôle sur ce que l'individu va faire avec le courriel une fois qu'il est envoyé. On peut se faire intercepter notre message, donc dans des sans fil public, et surtout se faire voler nos identifiants. Imaginez une boîte courriel qu'on a mis toutes nos données sensibles, nos listes d'étudiants, les notes, leurs photos, toute la vie d'un enseignant a été mis là-dedans, les étudiants, tout est là-dedans. L'enseignant se fait voler. On a un petit problème. On n'a pas respecté la confidentialité. Ça m'amène à vous dire, lorsque vous devez transmettre des renseignements confidentiels, sensibles, on devrait idéalement utiliser un système de messagerie pour chiffrer. Je vous montre un petit truc qui n'est peut-être pas le plus sécuritaire, mais qui est quand même relativement efficace. Vous pouvez créer un fichier 7-zip et écrire un mot de passe compliqué pour chiffrer votre message. Une fois que c'est fait, quand il est envoyé, vous appelez votre destinataire et vous lui donnez le mot de passe. Donc, on a utilisé un deuxième canal. On a un fichier chiffré que si jamais vous perdez votre messagerie, un pirate ne pourra rien faire avec. Évidemment, lorsqu'on est dans des niveaux de transmettre des notes au ministère et autres, on va utiliser des systèmes plus automatiques, comme le ministère de l'Éducation. On n'enverra pas des notes de cette façon-là. Donc, je vous inviterai à consulter vos services informatiques. Ils vont vous donner des conseils. Que ce soit, par exemple, avec le produit PGP, qu'on appelle, qui permet de chiffrer bout en bout tous les messages que vous envoyez automatiquement. PGP pour Pretty Good Privacy. Les bonnes pratiques. Tous les documents, tous les exécutables que vous téléchargez, comme je vous le disais tantôt, automatiquement virustotal.com. Même quand c'est un ami qui vous envoie un document merveilleux,
S'il n'est pas confidentiel, prenez pas de chance. Virustotal.com. Les clés USB. S'il y a une chose qu'on doit se rappeler aujourd'hui, c'est qu'une clé USB n'est peut-être pas toujours une clé USB. Ce que je veux dire par là, lorsque vous branchez votre clavier dans votre ordinateur, la prise qui est au bout est une prise USB. Donc, il existe à peu près n'importe quel produit qui peuvent simuler des claviers, qui peuvent simuler des frappes de touche ou autres, que quand vous branchez dans votre ordinateur, vous allez avoir des surprises. L'autre exemple, c'est quelqu'un qui se promène, un étudiant qui arrive dans votre bureau, qui s'est promené chez mon oncle, qui est allé à la maison, qui a ramené des virus sur sa clé USB, qu'on branche dans notre ordi. On peut vraiment avoir des surprises. Les clés USB, c'est vraiment dépassé. À moins d'avoir une clé à côté de vous, que vous faites juste mettre votre petit fichier qui passe en copie, que vous mettez sur votre bureau, c'est correct. Mais on ne se promène pas avec le document. Évidemment, on devrait toujours prendre les systèmes corporatifs, les systèmes qu'on vous donne. Donc, si l'organisation utilise Moodle, prenez Moodle. S'ils utilisent OneDrive, Google Drive ou autre, on va prendre ça d'abord. Il n'y a aucune raison pour qu'un enseignant utilise Dropbox quand nous, on a signé des contrats avec ces compagnies-là. Bon, la question qui tue. Selon vous, est-ce qu'un espace de stockage infonuagique est un endroit approprié pour entreposer des données nominatives? Je ne parle pas de vos plans de cours, je ne parle pas de vos comptes rendus de réunion ou autres. La question, c'est les données nominatives, les notes de vos étudiants, les photos et autres. Est-ce qu'on devrait mettre ça dans un nuage? En fait, je ne me mouillerai pas trop ce matin. Je vous ai fourni pour les gens du Québec, je vous ai fourni la liste des responsables de la protection des renseignements personnels. Si on prend les cégeps ou autres, vous avez tout, excusez, je ne suis pas capable, OK. Vous avez les noms de tous vos responsables selon vos établissements. Donc, ce matin, quand je vous pose cette question-là, je vous dis, allez en parler à votre responsable. Demandez à votre responsable de la sécurité de l'information, parce que tous les établissements doivent en avoir un. Demandez quelles sont les pratiques recommandées pour votre établissement. Pourquoi on fait ça? Si on vous dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout mettre dans le nuage, en fait, la journée qu'il y a un problème, c'est la direction qui est en tort. Si on vous donne une politique, on vous donne des directives comme quoi on ne doit pas mettre de données nominatives dans un nuage et qu'il y a des données qui fuitent, c'est votre tête qui va tomber. Donc, je vous invite à en parler à votre responsable, mais en même temps, on est en attente du secrétariat du Conseil du Trésor. Ils doivent nous donner des directives. Qu'est-ce qu'on doit faire de façon générale? Ça fait plusieurs mois qu'on attend l'information. Dans un contexte, comme je vous disais tantôt, de données qui peuvent se retrouver un peu partout, qui peuvent se retrouver aux États-Unis, qui peuvent se retrouver dans un autre pays. Quelles sont les directives? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'actuellement, les lois, à peu près tout ce qu'on utilise, on est illégaux actuellement. On va se dire les vraies affaires parce que toutes nos données devraient être physiquement ici. Que ce soit autant votre messagerie, quand on est dans un nuage, donc quand on utilise des services infonuagiques de messagerie, comme ce matin, on utilise Zoom. Ça va très bien, Zoom. Ce matin, qui est filmé? Il y a moi. J'ai consenti à être dans un nuage chez Zoom. On a accepté votre consentement. Donc, on est légaux. Mais en même temps, si vous filmez vos classes, si vous filmez les élèves et autres,
on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces données-là. Je vous invite vraiment à poser la question. Si jamais c'est vraiment absolument nécessaire, on peut utiliser, excusez, j'ai encore des problèmes, on peut utiliser deux outils qui sont vraiment très pertinents. On a celui-ci qui nous permet de chiffrer nos données à la pièce, comme ce que je vous ai dit tantôt, SetZip et autres. Mais on peut aussi les mettre dans un nuage. Donc, tous les communications, tous les documents qu'on aurait seraient chiffrés. L'autre lien, Cryptometer, c'est la même chose. C'est avant d'envoyer un document dans le nuage, on le passe dans la moulinette Cryptometer et pouf, tout est chiffré. Le but ce matin n'était pas de vous faire peur, n'était pas de vous montrer comment chiffrer ça, parce qu'on devrait passer au moins 1 heure juste sur ce sujet-là, mais de vous conscientiser à l'importance de ne pas faire n'importe quoi avec les données nominatives. Donc, de revenir à la diapo que je vous ai présentée tantôt, de regarder qu'est-ce qui est personnel, qu'est-ce qui est confidentiel et de faire attention, de poser les bonnes questions. Enfin, tout ce qui n'est pas nominatif, on a évidemment, si vous utilisez Google Drive, vous pouvez vous-même ajuster les paramètres pour vous assurer que les gens ne pourront pas renvoyer les documents à quelqu'un d'autre. Si j'ai créé un document, je vous le partage. Si je n'ai pas coché cette case-là, la personne peut le renvoyer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même un paramètre de base qui vous permet de sécuriser un petit peu plus les droits d'accès sur vos fichiers. OneDrive, c'est sensiblement la même chose, peut-être même moins d'options. Donc, vous pouvez autoriser les gens à modifier, envoyer par lien et autres. Donc, gardez un œil sur qui possède les documents, à qui vous les avez partagés et est-ce qu'ils sont en mesure de les repartager. Un dernier petit truc, et après on va arrêter, vous pouvez utiliser un outil qui est très apprécié, Firefox Send. Par exemple, ce matin, si je veux vous envoyer un document, OK, je m'étais un petit peu préparé. Je vais sur send.firefox.com. Je me suis créé un compte et je peux, regardez bien, prendre ma présentation, l'envoyer dans Firefox. Clic. Regardez les options. On peut limiter le nombre de téléchargements. Je pourrais limiter à 50. Le fichier va être disponible pendant 1 heure. C'est un peu intense. On peut protéger en mettant un mot de passe qu'on va envoyer par téléphone ou autre. Et tout ça est chiffré bout en bout. Donc, dans le cas comme là ce matin, si vous n'avez pas de compte Google, si vous êtes sur OneDrive et moi je n'ai pas de compte chez Microsoft, c'est une façon simple d'envoyer un document à vos élèves ou autres de façon très sécuritaire. Chiffré bout en bout, protégé par mot de passe, d'une durée que vous déterminez avec un nombre de téléchargements. Quand c'est terminé, le document disparaît. On peut avoir confiance en ce produit-là. Firefox étant dans ceux qui tentent de protéger le plus la vie privée sur Internet et autres. C'était tout pour moi ce matin. Je sais que l'atelier il y avait beaucoup de contenu. J'ai tenté de vous donner vraiment l'essentiel pour commencer, on va dire comme ça. Donc, en éducation, sur quoi on doit focuser? Vraiment l'hameçonnage, on doit focuser sur nos données qu'on laisse un peu partout et la manière qu'on transfère nos documents.
Je vous ai mis le lien pour évaluer l'atelier. Vous en faites pas, il est légitime. C'est pas moi qui l'ai créé. Si vous voulez, je peux rester encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre le fil des questions dans le chat. Mais je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jean-Bernard. En fait, j'ai mis le lien dans le clavardage pour l'évaluation de l'atelier. Ce serait vraiment apprécié que vous preniez quelques minutes pour faire l'évaluation. Puis, en parallèle à ça, Jean-Bernard, est-ce que toi, tu préfères, on a encore 9 minutes, est-ce que tu préfères regarder toi-même dans le document puis sélectionner quelques questions à répondre, commentaires à mentionner, ou tu préfères qu'on le fasse pour toi? Je ne sais pas comment tu préfères. Oui, en fait, je pourrais le répondre le plus de questions possible, mais peut-être verbalement. Oui, c'est ça. Pour les autres questions, je me fais le devoir de prendre ce temps-là pour tout répondre par la suite. Donc, si vous avez des questions live, je vous écoute. En fait, Jean-Bernard, je pourrais peut-être préciser aux participants qu'on avait mis le lien un peu plus haut, là, je pourrais le remettre. La présentation sera disponible et l'enregistrement, puis on pourra rajouter les questions-réponses justement là, avec la présentation. Là. Donc, les gens pourront revoir les réponses que tu pourras avoir écrites dans le document. Parfait. Donc, vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro si vous voulez intervenir. Si on arrêtait l'enregistrement, peut-être qu'on aurait plus de questions. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut arrêter l'enregistrement ici